En 1945, la libération des camps de concentration et des établissements psychiatriques révèle au monde entier des crimes monstrueux dont il n'avait pas idée. Pire encore, on découvre que des médecins ont participé activement à ces horreurs. Certains d'entre eux comptent parmi les plus fervents auxiliaires d'Hitler. En 1946, nombre de ces praticiens sont traduits devant la justice. Parmi eux, Karl Brandt. Il écrit son journal intime en prison. Longtemps passé sous silence, celui-ci retrace une vie peu ordinaire. Karl Brandt s'est retrouvé au cœur du pouvoir, fasciné par Adolf Hitler. Il mènera une carrière spectaculaire, toujours aux côtés du Führer. Animé d'une vocation de médecin missionnaire, Brandt voulait aider les autres à l'image de son idole, Albert Schweitzer. Pourtant, au procès des médecins à Nuremberg, il doit répondre de l'accusation de crime contre l'humanité. Je ne chercherai pas à me dérober à une telle accusation. Dans la grande salle de la cour d'assises de Nuremberg, un an exactement après l'inauguration du premier grand procès contre les criminels de guerre, a débuté la première audience contre 23 éminents médecins nationaux socialistes. Le tribunal militaire est composé de 4 juges américains sous la présidence du juge Walter Bills. De nombreux Allemands ont été autorisés à assister aux audiences. Les États-Unis d'Amérique contre Karl Brandt et d'autres. Cela ressemble fort à une justice de vainqueur. Pourtant, le tribunal assure qu'il n'agit pas par pur esprit de vengeance et que le droit sera respecté. Au procès de ces médecins, 4 chefs d'accusation sont retenus, dont celui de crime contre l'humanité, d'expérience médicale sur des humains et de mise en œuvre d'un programme d'euthanasie responsable de la mort de centaines de milliers de patients. Le juge Bills demande à chacun des accusés s'il se reconnaît coupable ou non coupable. Karl Brandt, ex-médecin personnel d'Adolf Hitler, général de corps d'armée et haut-commissaire du Reich à la santé. Coupable ou non coupable? Non coupable. Prison de Nuremberg, novembre 1946. À peine les principaux criminels de guerre ont-ils été pendus que de nouveaux prévenus sont emprisonnés. Des médecins étroitement surveillés par les GIs pour qu'aucun n'échappe au procès en se suicidant, comme Göring. Dans la cellule 373, le principal accusé, Karl Brandt, travaille à sa défense et rédige son journal intime, un texte destiné uniquement à sa famille. Nous le découvrons aujourd'hui. Ce témoignage nous en apprend-il plus sur ses motivations que les comptes rendus du procès? Car ses actes et ceux de ses collègues nous paraissent incompréhensibles. C'est le procureur général, le général de brigade Telford Taylor, qui en dresse la liste pour le tribunal et l'opinion publique. Les prévenus sont accusés de meurtre, mais il ne s'agit pas d'un simple procès criminel. Leur châtiment, ou celui de milliers d'autres aussi coupables qu'eux, ne pourra jamais réparer les blessures terribles que les nazis ont infligées à tous ces malheureux. Il est de notre devoir, envers le monde entier, de montrer pourquoi et comment tout ceci a pu se produire. Pour comprendre leur motivation, il faut revenir en arrière. Le 30 janvier 1933, Hitler et le NSDAP, le Parti national-socialiste des ouvriers allemands, prennent le pouvoir. Le peuple allemand est fou de joie. Tous ont hâte de se soumettre au nouveau maître du pays et les médecins allemands ne sont pas en reste. Désormais, leur devise est « travailler en direction du Führer ».
Ils envoient même un télégramme de félicitations au nouveau chancelier du Reich, Adolf Hitler. Les médecins allemands se mettent avec la plus grande joie au service de cette grande cause patriotique, en faisant la promesse solennelle d'accomplir fidèlement leur devoir en tant que serviteurs de la santé publique. Dans les archives fédérales à Berlin sont conservées les cartes de tous les membres du parti nazi. On savait seulement que de très nombreux médecins en faisaient partie. Aujourd'hui, on sait que les 3/4 d'entre eux étaient membres d'organisations nazies. Aucune autre profession ne s'est engagée aussitôt et aussi activement. Qu'attendent donc les médecins de cet engagement? Les salles d'attente sont bondées, les jeunes médecins voient se profiler le spectre du chômage, les plus âgés se plaignent de la crise de la médecine. Le NSDAP leur apparaît providentiel. Le parti leur promet du travail et l'arrivée d'un souffle nouveau dans la médecine. Le chef d'état-major, pendant toute la période que nous allons examiner, l'accusé Rostock, subalterne direct de Karl Brandt, l'accusé Blome, fonctionnaire médical du parti nazi, et l'accusé Pokorny, que nous avons placé dans les SS pour des raisons que nous expliquerons plus tard. Dans le procès des médecins, les vainqueurs mettent en accusation les principaux responsables. Leurs fonctions apparaissent clairement dans l'organigramme de l'administration de la santé, que le procureur général a fait accrocher en tant que pièce à conviction dans la salle numéro 600. Karl Brandt en est la pièce maîtresse. En qualité de haut-commissaire du Reich à la santé, il assure la plus haute fonction, au moins sur le papier. Lui-même attache une importance extrême au fait que la médecine nazie a agi uniquement comme une sorte de différentiel, une image qu'il affectionne particulièrement. Dans son journal, il écrit « On dirait une esquisse accrochée dans la salle d'audience comme un signal de danger, comme si j'avais été une araignée au centre de sa toile. » Comment Karl Brandt, chirurgien spécialiste de traumatologie, s'est-il retrouvé à un poste aussi exceptionnel? Il se souvient du jour où sa vie a changé. Août 1933, le médecin est en route pour l'Obersalzberg. Il a tout juste 29 ans. Pourtant, ce n'est pas lui qu'Hitler a invité, mais sa fiancée Annie Rayborn, plusieurs fois championne d'Allemagne de dos crawlé. Hitler a découvert une photo de la nageuse dans le Berliner Illustriert alors qu'il était incarcéré dans la prison de Landsberg pour haute trahison. Il lui a envoyé une carte de félicitations pour son titre avant de l'inviter à Munich. Depuis, Rehlein fait partie du cercle intime du Führer. Son fiancé Karl Brandt est lui aussi le bienvenu sur l'Obersalzberg où Hitler aime randonner avec ses amis. Comme tant d'autres, le jeune interne tombe sous le charme du chancelier. Le 15 août 1933 est une journée fatidique pour Karl Brandt. La joyeuse troupe d'invités d'Hitler part en excursion. Brandt note sobrement dans son journal « J'étais présent lors d'une balade dans la région de Reit im Winkel quand l'aide de camp Wilhelm Bruckner fut grièvement blessé dans un accident de voiture. J'opérai Bruckner et les autres blessés à l'hôpital le plus proche. Adolf Hitler me demanda alors de m'occuper d'eux jusqu'à leur guérison. C'est grâce à ma fonction de médecin que nos liens se sont resserrés. Hitler apprécie les discussions avec un homme comme Karl Brandt, compétent sur le plan professionnel, fervent national-socialiste, intelligent, cultivé et mondain. Eva Braun aussi apprécie le médecin et le filme souvent aux côtés d'Hitler. C'est ainsi que s'est créée ma future charge de médecin personnel. Quand Hitler partait en déplacement, j'étais forcément du voyage.
Le chirurgien fait désormais partie des intimes d'Hitler. Il est presque toujours là, dans la deuxième voiture, en cas d'urgence médicale. Il accompagne le Führer dans tous ses voyages. Ici, à l'été 1942, avec Hitler et Mussolini sur le front de l'Est. En sa qualité de médecin personnel, il porte l'uniforme SS. Sur le plan personnel aussi, les deux hommes sont proches. Hitler est témoin au mariage de Karl Brandt, un honneur exceptionnel. Les Brandt sont souvent invités aux répétitions privées au Berghof. La sympathie est réciproque. J'avais de plus en plus de respect pour Hitler sur le plan humain. Comme la majorité de la population, j'étais convaincu de ses qualités de chef. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. 1er avril 1933, c'est le boycott des commerçants juifs. Magasins et cabinets médicaux sont saccagés. Six jours plus tard, c'est l'entrée en vigueur de la loi sur la revalorisation de la fonction publique, un énoncé apparemment inoffensif qui signe l'arrêt de mort professionnel des citoyens non-ariens et des communistes. De nombreux médecins juifs sont emmenés par les SA et traités plus durement que des criminels, comme le professeur Mamlock dans ce film de la DEFA. Beaucoup ont agi par devoir envers leurs patients. D'autres ont courageusement dédaigné l'interdiction de retourner dans leur clinique. Une avalanche de lois prive les médecins juifs de leurs droits, comme le docteur Oskar Hirschberg en fait l'expérience. Ce membre du Conseil de santé et ancien combattant de la Première Guerre mondiale est d'abord rayé de la caisse maladie, une véritable condamnation à mort financière. Il est ensuite obligé de faire figurer l'étoile jaune sur sa plaque, ainsi que la mention Israël et l'avertissement autorisé à soigner uniquement les Juifs. Environ 9000 médecins juifs perdent leurs moyens d'existence. La plupart quittent le pays. D'autres médecins reprennent leur cabinet bien géré et lucratif. Beaucoup sont arianisés, autrement dit achetés sous la contrainte à bas prix. Nombre de médecins nazis au chômage voient ainsi leur fidélité à Adolf Hitler et au parti récompensée. Pour sa part, Brandt ne quitte pas le Führer. Cependant, on le sait aujourd'hui, il n'a jamais été impliqué dans les actions antisémites. Comme beaucoup d'autres, il prétend n'en avoir rien su. Dans son journal, il affirme « Adolf Hitler s'est toujours comporté vis-à-vis de moi de façon correcte, bienveillante et amicale. » Est-ce pour cela qu'il a été emprisonné? Le tribunal américain a-t-il déjà rendu son jugement? Quelqu'un qui a côtoyé Hitler aussi longtemps ne peut être qu'un porc. Pourtant, les choses ont failli être très différentes. Au lieu d'être le principal accusé de ce procès, il aurait pu être en train d'opérer en Afrique aux côtés de son idole. Pendant mes études, j'avais été en relation avec le célèbre Albert Schweitzer. Je voulais travailler avec lui à Lambaréné, une fois terminée ma spécialisation en chirurgie. Mais je n'ai pas pu réaliser ce projet car il aurait fallu que j'accomplisse un service militaire français. Le 27 janvier 1932, je suis donc entré au NSDAP. Une décision qui va peut-être lui coûter la vie 15 ans plus tard. Malgré tout, il s'avoue confiant. Les Américains n'oseront pas me pendre.
Pendant 10 ans, il est le médecin personnel, le garde du corps médical du Führer, ce qui n'est pas un crime en soi. Pas plus que ne l'est sa nomination officielle par Hitler en 1942 au poste de commissaire général à la santé, un titre qui fait de lui le plus haut fonctionnaire médical traduit en justice. Le rival de Karl Brandt est le docteur Leonardo Conti, secrétaire d'État à la santé publique et nazi de la première heure. On lui doit la réforme du système de santé publique dans l'esprit national-socialiste. Les raisonnements et les découvertes scientifiques et politiques sur l'hygiène génétique et raciale ont constitué le fondement de notre pensée et de notre action dans le domaine de l'hygiène populaire. Mais cette réorganisation n'est en aucun cas complètement achevée. Dans de nombreux domaines, la médecine nazie accomplit de réels progrès pour le bien et la santé de la population. Mais avant tout, la science médicale doit maintenir et encourager la productivité des concitoyens. Pendant le Troisième Reich, la santé n'est plus une affaire privée. Heute mehr denn je haben wir die Pflicht, gesund zu sein und gesund zu leben. Car tous les rouages doivent contribuer à la victoire. Un peuple sain, un peuple fort, un peuple invincible, telle est la devise de l'avenir de l'Allemagne. Depuis 1934, l'État a créé 700 bureaux d'hygiène dans l'ensemble du Reich, avec pour mission de prendre en charge ce qu'il appelle l'hygiène raciale pour un peuple arien sain. Un des effets secondaires positifs de cette mesure est la création d'un système de santé publique parfait. So, Walter, jetzt wollen wir mal schauen, was dir fehlt, ja? Mach mal schön auf. Nun nehmt mal eure Zahnbürste und macht mal alle mit. Tüchtig, von oben bis unten, rechts, links. So, jetzt wollen wir mal tüchtig gurgeln. Jusqu'alors, la mesure la moins coûteuse pour empêcher les épidémies était la vaccination de masse. Und du? Heinz Kocher. Na, du bist doch tapfer. Wie heißt du? Hertha Schroth. Oh, wir beide kennen uns doch. Na und du? Annie Meier. Simultanément est lancée une campagne de lutte contre les poisons agréables comme le tabac et l'alcool. Ein solches Leben ist Gift für die Gesundheit. Wer gesund bleiben will, muss auch gesund leben. Pour préserver la santé et la capacité de travail des concitoyens, on procède à des dépistages préventifs du cancer du poumon chez les fumeurs. C'est ainsi qu'on doit à la médecine nazie une découverte extrêmement avancée dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Dès 1934, des pathologistes allemands sous l'égide d'Ebrhard Scherer établissent le lien entre le cancer du poumon et le tabac. Pour enrayer la maladie populaire qu'est la tuberculose, on introduit dans le Reich les examens de dépistage radio avec de nouveaux appareils à haut rendement. Ein Apparat für Reihenuntersuchung mit 250 Röntgenaufnahmen in der Stunde. Le peuple passe à la radioscopie, mais l'idée est vite pervertie. Des médecins suggèrent de recenser les Polonais et les Juifs atteints de tuberculose, puis de les éliminer. Comment endiguer les infections selon la médecine nazie, non pas en soignant, mais en détruisant? Alle erfassten Volksgenossen, auch die Rückwanderer und Umsiedler, sind in dieser Kartothek sorgfältig registriert.
Les statistiques font désormais partie de l'entreprise santé publique. Compter et recenser, voilà la nouvelle devise des médecins. En 1939, on commence à encarter le Reich. Grâce à un système de cartes perforées, ultramoderne à l'époque, les autorités dressent le cadastre sanitaire de l'ensemble du peuple allemand. L'Office de la santé compte et recense les juifs atteints de tuberculose et de typhus, les asociaux et les nomades, tous les Sinti et les Roms regroupés sous le terme Tzigane. 85 000 d'entre eux seront finalement assassinés. À chacune de ces cartes correspond une victime. Par la suite, ce système permet également au SS de gérer l'Holocauste, comme prône le secrétaire d'État à la santé publique, Leonardo Conti. Le destin des peuples ne s'arrête jamais. Il ne connaît que l'ascension ou le déclin. Un peuple est soit le marteau, soit l'enclume. C'est la valeur du sang, la valeur de la race qui décide. Conti échappera au procès de Nuremberg en se suicidant. De ce fait, l'entière responsabilité des actes de la médecine nazie retombe principalement sur Karl Brandt. Tribunal militaire numéro 1. Au cours de ce procès des médecins nazis, le procureur Telford Taylor s'interroge sur leur motivation. Il nous appartient d'exposer de façon parfaitement claire les idées et les raisons qui ont poussé ces accusés à traiter leurs semblables moins bien que des animaux. Les idées perverses et les conceptions dénaturées qui ont engendré des actes d'une telle sauvagerie n'ont pas disparu. Elles ne peuvent être détruites par la force des armes. Nous ne devons pas les laisser proliférer comme un cancer au sein de l'humanité. Ce n'est pas au Café du Commerce que ces idées et conceptions perverses ont été développées, mais bien dans des instituts scientifiques renommés. En particulier le Kaiser Wilhelm Institut d'anthropologie, de génétique et d'eugénisme, fondé en 1927 à Berlin-Dahlem. Sous les yeux de la déesse de la science, Pallas Athéna, les anthropologues étudient le fonctionnement de l'hérédité humaine. D'abord, conformément à l'éthique scientifique traditionnelle, ils s'appuient sur des expériences animales. C'est le lapin, particulièrement prolifique, qui se prête le mieux à l'étude de la régularité de la transmission héréditaire. Hans Nartzheim, directeur enthousiaste de la recherche animale à l'Institut, collectionne les anomalies de la nature. Tous les éleveurs de lapins d'Allemagne le savent et lui envoient quotidiennement des caisses entières du petit animal. Mais si Nartzheim mène ses recherches sur les animaux sauvages et domestiques, d'autres les mènent sur des humains. Élever des Ariens sains, empêcher la reproduction des malades et éliminer les individus affublés de tares héréditaires, telles sont les nouvelles tâches de la nouvelle médecine nationale socialiste. Au Kaiser Wilhelm Institut, des hygiénistes raciaux tentent de découvrir la formule de l'homme nouveau. Le domaine de recherche d'Ottmar Freiherr von Verschuur, ce sont les jumeaux. Domaine qui passionne encore tous les généticiens. Les jumeaux permettent en effet d'étudier les caractéristiques innées et celles acquises par l'éducation et par l'habitude. Verschuur réunit des données sur la couleur des yeux et des cheveux et mesure le squelette et le crâne de ses sujets. Son objectif est d'établir le plus grand fichier du monde des jumeaux. Il entretient d'excellentes relations confraternelles avec l'un de ses élèves, Josef Mengele, futur médecin d'Auschwitz. Ce dernier utilisera les ressources de son usine de mort pour effectuer ses propres recherches sur les jumeaux. Il sélectionne des enfants et mène des recherches sur ordre de l'Institut.
Mengele les surnomme ses lapins et a baptisé le camp le zoo. Il traite ses cobayes avec une certaine sollicitude et se fait appeler Oncle Pépi. Et quand il en a fini avec eux, il leur injecte lui-même une dose mortelle de phénol dans le cœur. D'Auschwitz, il envoie à Berlin des yeux et des têtes accompagnés du bon de livraison, meurtre sur commande. « 2800 jumeaux mourront à Auschwitz, seuls 200 seront libérés en 1945. Ce n'est que 56 ans plus tard que la communauté scientifique allemande leur demandera pardon. Après la guerre, Verschuur niera son implication et poursuivra sa carrière de généticien à l'université de Münster. Eugène Fischer est le directeur du Kaiser Wilhelm Institut d'anthropologie. Il s'est fait connaître grâce à une étude de terrain sur la communauté métisse de la ville de Rehoboth, dans l'actuelle Namibie. Les conclusions de cette étude, les métis sont des êtres inférieurs. Ces travaux le rendent célèbre dans le monde entier. Ils en font la référence de la question raciale et l'idéologue du nazisme en Allemagne. Eugène Fischer fonde plusieurs magazines et publie d'innombrables travaux scientifiques. Il est également co-auteur de l'ouvrage de référence « Les principes de l'hérédité humaine et de l'hygiène raciale », connu sous le nom de Bauer-Fischer-Lenz, dont Hitler s'inspirera très largement. Les théories raciales de Fischer sont reconnues dans le monde entier. Lui-même a de nombreux contacts à l'étranger. L'international raciste fonctionne aussi très bien de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ainsi que Fischer noue des liens d'étroite amitié avec le spécialiste américain de la pureté raciale, Charles Davenport. C'est en 1910, à Cold Spring Harbor, que ce dernier a créé le bureau d'analyse eugénique, sorte de catalogue d'élevage. L'historien scientifique et biologiste Garland Allen a étudié dans les archives les arbres généalogiques et les questionnaires qui servirent à dresser des profils génétiques. À l'époque, le but de Davenport et des spécialistes de la race est d'améliorer le patrimoine héréditaire américain. Au début du XXe siècle, la majorité des eugénistes aux États-Unis s'inquiétaient énormément des problèmes sociaux croissants dans les principales villes américaines, en particulier Chicago et New York. Ils voulaient contribuer à résoudre ces problèmes qu'ils attribuaient à une cause génétique et biologique plutôt qu'à l'essence même de la société. Une grande partie de la population soutient activement les travaux de Davenport et finance des cours d'été pour les chercheurs amateurs en question raciale. D'ailleurs, parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui n'ont aucune qualification scientifique. Les croquis et les arbres généalogiques qu'ils établissent ne reposent que sur des on-dit. L'autre caractéristique du mouvement eugéniste américain est la volonté de limiter l'immigration de façon à réduire l'afflux de soi-disant gamètes défectueuses aux États-Unis, autrement dit, de limiter de façon sélective l'immigration de certaines populations, tout en facilitant celle d'autres groupes. La terre promise, le pays de la liberté et de la prospérité. Depuis 1890, un nombre toujours croissant d'immigrants embarquent pour le Nouveau Monde. Mais avant d'entrer au paradis, il y a le purgatoire, Ellis Island. Considérés comme inférieurs, les hommes et les femmes originaires du bassin méditerranéen et d'Europe de l'Est, qui se pressent aux portes de l'Amérique, n'y sont pas les bienvenus. La sélection est effectuée par les autorités de l'immigration qui s'appuient sur les standards établis par les généticiens de Cold Spring Harbor. L'escalier de la séparation est l'escalier fatal qui sépare les nouveaux citoyens des déchets humains, comme on appelle ouvertement les indésirables, qui sont alors renvoyés chez eux.
Après 1933, les eugénistes américains ont été à la fois enthousiasmés et jaloux de tout ce qui était fait en Allemagne. Là-bas, les eugénistes avaient réussi très vite à faire passer des lois raciales, alors qu'aux États-Unis, il avait fallu 10 années d'efforts et de travail acharné. Par conséquent, les eugénistes américains observaient ce qui se passait en Allemagne avec une réelle admiration. De leur côté, les Allemands ne manquaient pas de rappeler que les États-Unis avaient introduit de nombreuses réglementations bien avant l'Allemagne. En 1939, les autorités américaines coupent les vivres au bureau d'analyse eugénique. En Allemagne, au contraire, les caractéristiques raciales sont devenues d'une importance vitale. Schädellänge 15,9. Jochbeinbreite 11,2. C'est un extrait du film de propagande Wer gehört zu wem, littéralement qui appartient à qui. Frau Weber 1C. Herr Weber. Herr Fabeku. Ich danke Ihnen. Wir sind fertig. Suffit-il d'instruments de mesure anthropologique et d'un tableau des couleurs des yeux et des formes du nez pour établir qui est juif, un quart juif, voire d'apparence juive? Les expertises raciales des anthropologues nazis ont-elles encore quoi que ce soit de scientifique? Une telle expertise reposait sur la méthode autrefois courante et complètement anodine de recherche en paternité. On examinait la mère, le père, un second, voire un troisième témoin, plus les enfants, et on étudiait de façon très précise les caractéristiques physiques et leurs similitudes au sein du groupe concerné. Cela n'a rien de choquant. C'est même une expérience que nous faisons tous au quotidien. La différence est que là, c'est devenu systématique. Le résultat de cette expertise est alors complètement différent. Brusquement, on se sert des caractéristiques observées pour déclarer sans la moindre justification scientifique « ce nez est juif, cette bouche est juive, ces pommettes sont aryennes ». Prenons l'exemple de l'expertise d'un certain Émile L. Laissons de côté son nom de famille. Quand les conclusions sont renvoyées à Berlin, voilà que ce monsieur ne s'appelle plus Émile L, mais Émile Israël L. Le jugement est tombé. Autrement dit, par l'application totalement abusive d'une méthode scientifique, sans même bouger de leur bureau, des scientifiques ont envoyé des hommes et des femmes dans les camps de concentration, et ce, en se trompant et en trompant l'opinion publique de façon criminelle. À Nuremberg, le tribunal militaire ne peut pas poursuivre Karl Brandt pour l'extermination des Juifs à Auschwitz. Pourtant, son nom est lié à l'événement qui va inaugurer les pires crimes jamais commis. Quand débute l'histoire de ce martyr, Karl Brandt est là, sur ordre du Führer. Le 7 novembre 1938, on vient le chercher en salle d'opération à Berlin. L'homme d'Hitler chargé des missions délicates est envoyé à Paris. C'est là que le juif Herschel Greenspan a tiré 5 balles sur un conseiller de légation à l'ambassade d'Allemagne, Ernst Vomrath. La presse nazie titre « Crime de l'internationale juive ». Les juifs ne l'emporteront pas au paradis. L'assassin est arrêté. Opéré immédiatement, Vomrath semble tirer d'affaire. À Paris, il est entre les mains de bons médecins. Dans ce cas, pourquoi Hitler envoie-t-il à son chevet les chirurgiens Magnus et Brandt?
C'est alors que la situation évolue de façon inattendue. Un télégramme parvient à Berlin. Mon Führer, le camarade von Rath est décédé des suites de ses blessures le 9 novembre à 16h30. Signé Brandt. Alors que Brandt rentre à Berlin, en un temps remarquablement court, un pogrom bien organisé éclate dans tout le Reich. Au cours de la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, l'incendie de nombreuses synagogues marque le début de l'Holocauste. À partir de 1942, les trains emportent vers Auschwitz des millions de juifs originaires de toute l'Europe. Des médecins sont les théoriciens et les pionniers de l'Holocauste. Ce sont eux qui ont défini la race juive. Eux qui ont inventé les expertises raciales et envoyé les juifs dans les camps d'extermination. Sur la rampe d'Auschwitz, des médecins sélectionnent les jumeaux, les nains, les Sinti et les Roms pour des expériences médicales et séparent des familles entières. Tous passent devant le médecin. Pour tous les enfants de moins de 14 ans, toutes les femmes et les personnes âgées, c'est la chambre à gaz. L'examen dure 2-3 secondes, un signe du pouce scelle le sort de chacun. Des médecins se sont faits les exécuteurs du racisme. Des médecins ont dosé le gaz mortel. Des médecins ont surveillé le déroulement des opérations d'élimination et dirigé le dépouillement des cadavres de leurs dents en or. Maîtres de la vie et la mort, des médecins ont pris part à l'assassinat de millions de personnes. À Nuremberg, on apprend peu à peu toute l'ampleur de leur implication dans l'Holocauste. Telford Taylor évoque justement la responsabilité des accusés. Ce ne sont pas des ignorants. La plupart sont des médecins expérimentés et certains sont des scientifiques émérites. Pourtant, alors qu'ils étaient tous parfaitement capables de comprendre la nature de leurs actes, alors que la majorité d'entre eux étaient exceptionnellement qualifiés pour porter un jugement moral et professionnel en la matière, ils sont responsables de meurtres systématiques et de tortures d'une cruauté indicible. Le 16 décembre 1946, c'est le coup de théâtre. L'accusé Victor Brack accable Karl Brandt. Brandt serait responsable d'actions d'extermination de juifs en Pologne. Jusque-là, convaincu que les Américains ne l'exécuteraient pas, il est bouleversé par ce retournement de situation. Je viens de vivre une journée affreuse. La déclaration formelle de Brack est le pire tissu de mensonge qui soit. Cet individu prétend que l'extermination de juifs en Pologne aurait eu lieu avec mon assentiment. Je n'ai aucun témoin, aucun document, rien. On va chercher à tout me mettre sur le dos. Brandt a toujours admis sa responsabilité dans le domaine de la santé publique. Par contre, il n'a jamais rien eu à voir avec l'assassinat des Juifs. Comment le tribunal va-t-il réagir à l'accusation de Victor Brack? Pour Brandt, c'est sa vie qui est en jeu. Sa carrière avait commencé de façon si prometteuse. Son Führer l'appréciait autant pour ses compétences médicales que pour ses qualités personnelles. Ils passaient de longues heures ensemble au Berghof, discutant en tête-à-tête ou se mêlant aux autres invités. Sympathique et très apprécié des dames, il était de toutes les occasions et n'hésitait pas à se livrer à quelques plaisanteries bien inoffensives. Comment un homme aussi charmant pourrait-il être responsable de la mort de milliers d'handicapés ?
La cour. Le tribunal militaire numéro 1 va siéger. Les accusés peuvent s'asseoir. Karl Brandt se prépare depuis des mois à cette journée. Telford Taylor doit procéder à son contre-interrogatoire. Nous allons examiner l'exécution du programme d'euthanasie du Troisième Reich, au cours duquel les accusés ici présents ont assassiné des centaines de milliers d'êtres humains, y compris des citoyens des pays occupés par l'Allemagne. Ce programme impliquait l'exécution systématique et secrète des personnes âgées, des malades mentaux, des malades incurables, des enfants handicapés et d'autres personnes par gazage, injection mortelle et divers autres moyens. Concernant le chef d'accusation d'euthanasie, la responsabilité de Karl Brandt est définitivement établie. Quelle va être sa défense? Le tribunal et le public vont être surpris. J'approuvais l'euthanasie. Je connais bien le problème. Il est aussi vieux que l'homme. Mais il ne s'agit pas d'un crime contre l'homme, et encore moins contre l'humanité. L'accusation voit les choses autrement. Comme preuve, elle fait projeter un film tourné par les soldats américains au printemps 1945, lors de la libération de l'asile psychiatrique Hadamar. Les médecins légistes américains examinent les quelques survivants. Ici, comme ailleurs, on avait négligé les patients, au point parfois de les laisser mourir de faim, une mort à petit feu. Dans des fosses communes, les vainqueurs trouvent des cadavres pas encore décomposés, preuve que jusqu'à la fin, on tuait encore les malades. Pour Karl Brandt, tout cela n'a rien à voir avec sa conception de l'euthanasie. Depuis les années 20, de nombreux médecins réclament la libéralisation de l'élimination des vies indignes d'être vécues. Karl Brandt n'est pas le seul pour qui l'euthanasie est une façon de soulager de leur souffrance les malades incurables. Il s'explique ainsi. L'euthanasie n'est rien d'autre qu'une manifestation d'humanité, le degré le plus élevé de l'éthique humaine, l'expression ultime de l'affirmation de la vie. Pour lui, ce programme d'euthanasie commence à l'occasion d'une mission humanitaire. En sa qualité de médecin personnel d'Hitler, au printemps 1939, il est chargé d'une tâche particulièrement délicate. Adolf Hitler avait reçu un dossier à propos d'un enfant né aveugle, unijambiste et manchot. Son père avait demandé à Hitler le droit de procéder à l'euthanasie du bébé. Hitler m'avait alors immédiatement envoyé à Leipzig. C'est à la clinique pour enfants de l'université que le bébé est soigné. J'avais l'ordre de me rendre compte de la situation par moi-même. Si les renseignements s'avéraient exacts, je devais informer les médecins, au nom d'Hitler, de procéder à l'euthanasie. Cette requête offre l'occasion rêvée de lancer le programme Mort miséricordieuse. Brandt voit tout de suite que l'enfant est physiquement incurable et mentalement handicapé. Il ne fallait pas donner aux parents l'impression qu'ils étaient les instigateurs de cette mesure. Conformément aux ordres d'Hitler, j'ai donc autorisé les médecins à faire en sorte que la mort de l'enfant soit attribuée à d'autres causes. J'avais également pour consigne de veiller à ce que toute l'affaire ne se termine pas devant les tribunaux. Brandt informe donc le médecin-chef et le charge de faire passer le décès de l'enfant pour une mort naturelle.
Sa mission terminée, il rend visite au père du bébé pour lui annoncer que l'on accordera à son enfant une mort miséricordieuse. Le père déclara plus tard: Tout s'est passé comme M. Brandt me l'avait expliqué. Nous lui avons fait part de notre immense reconnaissance. C'était un homme imposant, intelligent, très convaincant. Il nous était apparu comme un sauveur. Le 25 juillet 1939, l'enfant décède. Dans le compte-rendu d'autopsie, on peut lire cause de la mort, faiblesse cardiaque. Baumgartner-Höhe, l'hôpital psychiatrique de Vienne. Depuis 1907, on y soigne les névropathes dans des bâtiments majestueux de style 1900, répartis dans un cadre magnifique. À l'époque, c'est la philosophie prônée par la nouvelle psychiatrie, jusqu'à ce que les médecins nazis reprennent la direction de l'établissement et fondent le service pédiatrique am Spiegelgrund. Désormais, il ne s'agit plus de guérir et de soigner, mais de tuer des enfants. L'entrée de l'ancien service des nourrissons dans le pavillon 15. C'est ici que l'on amène les rebuts du Reich, comme on les appelle dans le jargon de la clinique. Les enfants sont examinés, mis en observation pendant un certain laps de temps et pris en photo pour les dossiers. Pour les proches, le cahier d'autopsie du service pédiatrique est un témoignage atroce. En 1997, ma mère est morte. Et c'est en rangeant ces papiers que j'ai trouvé une photo. Une photo qui m'a profondément ému. Elle montre ma mère, mon frère aîné et son cadet décédé. Je suis né en 1947 et je n'ai pas connu ce frère cadet. J'ai donc commencé à chercher dans les papiers de ma mère, jusqu'au moment où je suis tombé sur son acte de décès. Ça m'a fait un choc. Dessus, on lit « Décédé en décembre 1942 à l'Institut Baumgartner-Höhe à Vienne ». Par les médias, j'étais au courant des débats à ce sujet. J'avais suivi ce qui se disait, mais je n'étais pas concerné. Là, j'ai commencé à faire des recherches. Le dossier médical retraçait les examens effectués. Et il montrait que ma mère avait essayé de le retirer de l'Institut, ce qui m'a beaucoup touché. Elle avait réussi, mais quelques jours plus tard, il y a été reconduit. Dans le dossier, il y a une photo, prise le jour où il a été ramené à l'Institut. On y voit un petit garçon mignon, normal, complètement terrorisé, que l'on tient devant l'appareil. Cette photo m'a vraiment bouleversé. Sur le dossier, il y a la mention « atteint de diphtérie ». Très peu de temps après, il a été condamné à mort. Je ne vois pas comment le dire autrement. Dans le compte-rendu d'autopsie, rédigé de toute évidence le jour même du décès, on lit « cadavre d'un garçonnet d'une taille de 80 cm, pharynx, symptômes néant ». Alors, c'est quoi cette histoire de diphtérie?
Même la mort ne met pas fin au calvaire de ces enfants. Leur corps est utilisé à des fins scientifiques. L'anatomopathologiste spécialiste du cerveau Julius Hallervorden déclare: quand vous tuez ces gens, faites attention de retirer au moins le cerveau, afin que l'on puisse se servir de ce matériel. Plus on en aura, mieux ce sera. Bien sûr, j'étais ravi qu'on m'envoie ces cerveaux, c'était absolument fantastique. Au nom de la Commission du Reich pour l'enregistrement scientifique des souffrances héréditaires et congénitales graves, les pathologistes stockent leur matériel de recherche dans le formol. Par exemple, la tête d'Anna Hofer, 10 ans. Sur une fiche, on peut lire « à conserver pour le docteur Gross ». Après la guerre, Heinrich Gross commença à travailler sur les cerveaux des enfants à l'assassinat desquels il avait lui-même participé pendant la période nazie. C'est sur les résultats de ses travaux qu'il bâtit sa réputation de plus célèbre neuropsychiatre d'Autriche. En 1968, à la tête de son propre institut, il poursuivit ses recherches sur cette collection de cerveaux. Au milieu des années 70, il fut reconnu par un ancien pensionnaire. Au cours du procès qui s'ensuivit, il fut clairement démontré qu'il était co-responsable du meurtre des enfants du Spiegelgrund. En 2000, son procès a été suspendu pour sénilité. Dans la salle mortuaire du Spiegelgrund, 579 urnes rendent hommage aux enfants victimes du programme d'euthanasie à Vienne. Aujourd'hui, on connaît leur nom à tous. En leur rendant leur identité, on a aussi voulu leur rendre la dignité dont on les avait privés. En voici 4. Elfriede, 10 ans. Hertha, 10 ans. Otto, 12 ans. Reinhard, 10 ans. À Nuremberg, Karl Brandt affirme à la barre des témoins: je n'ai rien à voir avec l'organisation de l'euthanasie des enfants. Cela relevait des services de la santé publique au ministère de l'Intérieur du Reich. Mais le tribunal possède des preuves. Jusqu'en 1942, il était directeur de la commission du Reich. Par conséquent, pour l'accusation, il est responsable de ces assassinats. Mais il se défend. J'avais seulement à vérifier que les dossiers étaient conformes. Ce n'est pas moi, mais le ministère qui ordonnait les transferts. Comment le tribunal va-t-il réagir aux arguments de l'accusé? L'audience est suspendue. De tous les médecins qui se trouvent dans le box des accusés, Karl Brandt avait la fonction la plus élevée. Bien que son sort en dépende, le prévenu n'élude pas l'accusation et continue d'approuver l'euthanasie. Il transforme sa cellule en bureau, le sol en salle d'archives et prépare sa défense concernant l'accusation d'euthanasie. L'euthanasie n'est pas un moyen d'extermination massive, mais une délivrance. Ce n'est rien d'autre qu'une manifestation d'humanité, l'expression ultime de l'affirmation de la vie. Il raconte dans son journal comment il a été chargé par Hitler d'une nouvelle mission spéciale. Début 1940, il est envoyé à Brandenburg an der Havel.
À l'automne 1939, j'avais accompagné Adolf Hitler sur l'Obersalzberg. Là, il m'annonça qu'il voulait régler définitivement la question de l'euthanasie. Le médecin est couvert par une lettre d'Hitler. Le Reichsleiter Buller et le docteur Brandt sont investis de la responsabilité d'étendre l'autorité des médecins à accorder une mort miséricordieuse aux malades incurables. L'ancienne prison de Brandenburg, c'est là qu'ils vont chercher la façon la plus efficace de mettre ce projet en application. Réputé consciencieux, Brandt se sent personnellement responsable et veut employer la méthode la plus humaine pour tuer. Il convoque les autres spécialistes pour une réunion de travail, décrite par des participants comme une exécution test. Le docteur Leonardo Conti, à l'époque encore le plus haut fonctionnaire médical, y assiste. Plus tard, 2 participants décriront sous serment le déroulement des opérations. Il y a eu des divergences d'opinion sur les meilleures méthodes à employer. Brandt pensait que l'euthanasie était une mission d'ordre médical. Il fallait employer des moyens médicaux, c'est-à-dire des injections. À l'époque, on nous a clairement dit que les docteurs Conti et Brandt avaient procédé eux-mêmes aux injections. Ces 2 médecins ayant les responsabilités les plus lourdes du Reich, c'était une façon très symbolique de montrer qu'ils se chargeaient aussi de l'exécution pratique de l'ordre du Führer. Le test a eu lieu selon le souhait du docteur Brandt. D'abord, les docteurs Brandt et Conti ont administré une dose d'essai à un groupe de 6 patients. Mais ces derniers sont morts très lentement. D'autres ont survécu et ont même été pris de folie furieuse. Les responsables sont horrifiés. Ils doivent renouveler plusieurs fois les injections jusqu'à ce que tous les patients soient morts. Les médecins décident donc de tester une autre méthode. C'est dans ce but que le commissaire Christian Wirth, futur spécialiste des chambres à gaz dans les camps d'extermination, fait transformer une pièce en fausse salle de douche. On a fait un essai de gazage à l'oxyde de carbone sur un groupe de 10 patients malades mentaux, et ce, à l'initiative du Dr Brandt. C'était un homme très scrupuleux, extrêmement soucieux de ses responsabilités. La chambre à gaz camouflée en douche, la récupération des biens, la surveillance des décès par un médecin, tout cela annonce déjà à Auschwitz. Ce premier essai est un succès. Brandt aurait déclaré plus tard « Ils sont morts, un sourire heureux aux lèvres ». Et de fait, il recommande cette méthode à Hitler. Mais il insiste sur un point, seuls des médecins pourront ouvrir le robinet du gaz. Brandenburg a-t-il servi de modèle à Auschwitz? Ici, l'oxyde de carbone, là-bas, le Zyklon B. Brandt affirme n'avoir appris l'existence de ce gaz qu'en 1946 par la presse. Hommage aux victimes oubliées. À Berlin, une plaque de bronze rappelle que c'est à cet endroit que fut planifiée la première campagne d'extermination massive du régime nazi, qui fit 20 000 victimes sans défense. Les 3 organisations responsables s'installent ici au 4 Tiergartenstrasse, d'où le nom de code Action T4, une abréviation qui camoufle l'assassinat systématique des patients des sanatoriums et des asiles psychiatriques. Des fonctionnaires de la chancellerie sont chargés de gérer le transport des malades, dont le coût est imputé aux caisses maladie et au service de l'assistance publique. C'est uniquement pour cela que les dossiers sont archivés au bureau central de T4. Sur les documents de la caisse de compensation de T4, on mentionne si les patients sont capables de travailler. En effet, outre les cas médicaux désespérés,
toutes les bouches inutiles sont condamnées à cette mort miséricordieuse. Les sourds, les aveugles, les handicapés légers et de nombreux enfants. Soigneusement classée dans les dossiers, chacune de ces fiches est la preuve qu'on a disposé sans scrupule de la vie de ces êtres humains. Les bus de la poste du Reich assurent les transports des handicapés dans les centres de gazage. Bien que les condamnés à mort réussissent à gratter la peinture qui recouvre les vitres, ils ignorent leur destination finale. Pourtant, beaucoup s'en doutent, quelques-uns même le savent, la mort est au bout du voyage, dans des instituts comme ceux de Grafenegg, Hadamar et Bernburg. Ici, on a conservé en l'état l'aile où les gazages avaient lieu. Dans tous les instituts, le déroulement des opérations est immuable. Après la guerre, des membres du personnel soignant racontent. La procédure d'élimination commençait dès l'arrivée des patients. On leur injectait de la morphine sous prétexte de les vacciner préventivement, car certains commençaient à délirer. Puis on les examinait pour définir une cause de mort plausible et identifier ceux qui avaient des dents en or. Ensuite, on les faisait entrer dans la chambre à gaz. Une fois la porte fermée, le docteur ouvrait le gaz. Un des médecins plaisante, les voilà qui font la culbute. Au bout de 20 minutes, c'est terminé. Plus tard, des médecins diront que les victimes se sont éteintes paisiblement. Une affirmation contredite par une infirmière. J'entrais souvent dans la chambre à gaz pour nettoyer les malades. La plupart du temps, ils étaient couverts d'excréments et de vomi. Quand on se fait dessus tellement on a peur de mourir, on ne s'éteint pas paisiblement. Aucun patient ne meurt sans qu'un ultime formulaire ne soit rempli. Dans tous les instituts, un service spécial est chargé des lettres de condoléances. Les secrétaires envoient aux parents des formulaires stéréotypés les informant que le malade est mort subitement d'une cause difficilement vérifiable, comme une méningite, une névrite ou une encéphalite. Ainsi, le décès paraît naturel. Tout ceci était-il légal? Brandt s'appuie sur l'ordre donné par le Führer. Je n'ai pas envisagé qu'un décret du chef de l'État puisse m'amener à commettre un acte criminel. En outre, il s'est avéré que tout le monde, partout, faisait comme si c'était parfaitement normal. Et pour nous, ça l'était. En 1940, la loi sur l'euthanasie a donné lieu à une discussion circonstanciée. Certains responsables n'étaient manifestement pas satisfaits de sa prétendue légitimation par le décret du Führer. Je doute fort que Karl Brandt n'ait jamais eu vent de cette quasi-traîtrise. À Nuremberg, Karl Brandt peaufine sa dernière intervention, désireux de convaincre le tribunal qu'il est toujours resté fidèle à son idéal de jeune chirurgien. Et c'est justement un homme connu pour ses positions anti-euthanasie qui est cité comme témoin à décharge. Le pasteur Bodelschwingh n'a-t-il pas déclaré l'année dernière encore à Bethel que j'étais un idéaliste et non un criminel? Comment a-t-il pu faire cela? En février 1941, Karl Brandt, alors le principal chargé de mission sur la question de l'euthanasie, rend visite au pasteur Friedrich von Bodelschwingh à Bielefeld. Directeur de l'institution Bethel, l'évêque clandestin du Reich est connu dans le monde entier. Le pasteur s'est préparé à cette rencontre, car de son éloquence va dépendre le sort de ses enfants, comme il appelle ses patients. À plusieurs reprises déjà, il a refusé de renvoyer les formulaires demandés par Berlin, car il sait ce que cela signifie. Jusque-là, il a réussi à temporiser. À présent, il veut convaincre Brandt en invoquant l'éthique chrétienne.
La visite de Brandt a pour but d'intimider le puissant Pasteur. Bodelschwingh doit livrer ses patients à l'organisme chargé de l'euthanasie. La rencontre est tendue. Lors de ma discussion avec le pasteur Bodelschwingh, la seule personne sérieuse que j'ai rencontrée qui m'ait fait part de ses réticences, j'ai eu d'abord l'impression que nos conceptions divergeaient totalement. Mais au fil de cette conversation très ouverte, j'ai constaté que nous nous comprenions de mieux en mieux. L'euthanasie est interdite par la législation du Reich, prévient le pasteur, et Bethel est trop connu, cela déclencherait un tollé dans l'opinion internationale. Il fait visiter les bâtiments au médecin pour lui prouver que ses patients, loin d'être indignes de vivre, sont des êtres heureux et satisfaits de leur existence. Beaucoup travaillent et ne sont pas des citoyens inutiles. Tous sont bien soignés et dorlotés. Alors le pasteur a-t-il su toucher l'âme de Karl Brandt? Comme on peut en conclure d'après les notes de Friedrich von Bodelschwingh, Brandt a été impressionné en particulier par les enfants gravement handicapés du pavillon Patmos. Il est même revenu sur le sujet plus tard dans sa discussion avec le pasteur. Sur ce point, on peut dire que oui, Fritz von Bodelschwingh a su toucher son âme. Pour les patients de Bodelschwingh, Karl Brandt fait preuve de clémence. À Bethel, on appliquera l'euthanasie uniquement aux vies totalement éteintes, selon ses propres termes. Le cœur lourd, le pasteur accepte un marché bien peu ordinaire. Il est autorisé à garder ses enfants, mais en contrepartie, il livre les exercices de la création, comme il appelle ces cas les plus désespérés, ainsi que tous les patients juifs. Après la guerre, on a très largement répandu la thèse selon laquelle aucun patient de l'institution Bethel aurait été éliminé. De ce point de vue, c'est inexact. Par contre, il est tout à fait vrai que la grande majorité des malades ont été épargnés et que la résistance de Bodelschwingh a nettement ralenti l'application du programme d'euthanasie dans l'ouest du pays, sauvant ainsi de nombreuses vies. Ce fut le combat le plus dur de mon existence, déclara plus tard le pasteur Bodelschwingh. De son côté, Brandt évoque un combat et une quête. Mais les deux hommes continueront de correspondre, comme le raconte le pasteur. Brandt était parfaitement conscient de la problématique. Il n'agissait pas par dureté, mais par une sorte d'idéalisme. L'institution de Bethel sera la seule à bénéficier de la clémence de Brandt. Münster, en Westphalie. L'assassinat des malades est un secret de Polichinelle. Inquiète, la population attend un commentaire de son évêque belliqueux et intrépide. En ce 3 août 1941, l'évêque catholique Clemens von Galen a préparé un sermon courageux contre la direction du parti nazi. Lorsque le lion de Westphalie fait son entrée dans l'église Saint-Lambert, l'édifice est bondé. L'Évangile nous rapporte un événement bouleversant. Jésus pleure, le Fils de Dieu pleure. La chrétienté doit pleurer devant le mépris avec lequel Berlin bafoue les droits civils dans tout le Reich allemand. Tu ne tueras point. Ce commandement de Dieu, le seul qui ait le droit de décider de la vie et de la mort, est inscrit depuis toujours dans le cœur de l'homme. Des paroles explosives que les mouchards de la Gestapo retranscrivent scrupuleusement. Quelles conséquences ce sermon téméraire va-t-il avoir? C'est sur le front de l'Est qu'Hitler apprend l'indignation de la population. Or, ce mouvement sur le front intérieur tombe plutôt mal. Le 28 août 1941, il donne donc l'ordre à son médecin personnel de stopper complètement le programme T4.
Mais dans les centres de traitement, les cheminées ne s'arrêtent pas de fumer pour autant. Désormais, l'organisation des éliminations n'est plus centralisée par Berlin. Elle relève uniquement de la responsabilité des médecins qui poursuivent clandestinement les liquidations. Désormais, ce sont eux les maîtres de la vie et la mort, comme à Hadamar. Après leur arrestation, le directeur de l'Institut, le docteur Wallmann, et son infirmier-chef, Karl Willing, sont interrogés par les enquêteurs américains. Tous deux admettent avoir tué des patients en leur injectant de la morphine. Les enquêteurs apprennent aussi qu'à l'occasion de la mort du 10 000e patient, le docteur Wallmann a organisé une fête à l'Institut. À Hadamar, les meurtres continueront jusqu'à l'arrivée des Américains au printemps 1945. La réalisation du programme d'euthanasie impliquait l'exécution systématique et secrète des personnes âgées, des malades mentaux, des malades incurables, des enfants handicapés et d'autres personnes, par gazage, injection mortelle et divers autres moyens dans les maisons de retraite, les hôpitaux et les asiles. Karl Brandt suit une stratégie double. L'ordre donné par Hitler de réaliser le programme d'euthanasie avait force de loi. Personne ou presque ne s'y est opposé. Le tribunal militaire américain dispose de la lettre écrite de la main du Führer dans laquelle il investit le Reichsleiter Buller et le docteur Brandt de la responsabilité d'étendre l'autorité des médecins à accorder une mort miséricordieuse aux malades après une appréciation critique de leur état. Outre cela, Brandt affirme « Je ne me suis jamais occupé de la mise en œuvre pratique de l'euthanasie. C'était la tâche de Buller et Brack. D'autre part, depuis août 41, j'étais chargé d'une toute autre mission. » En effet, sa vieille capote militaire témoigne que depuis l'été 1941, il est envoyé dans le Reich d'abord, puis sur tous les fronts. Conséquence de la campagne de Russie, en hiver 41, le Führer m'a dépêché sur la route entre Smolensk et Moscou, où de nombreux blessés n'avaient de toute évidence pas pu être soignés. Brandt va s'en occuper, décrète Hitler. C'est ainsi que son médecin, chargé d'une mission spéciale, s'envole pour le front de l'Est. Le médecin d'Hitler sur le front titre les journaux. Un photographe de presse l'accompagne et couvre ses déplacements. Conséquence dramatique de cet hiver terrible, les soldats blessés sur le front de l'Est ne reçoivent pratiquement aucun soin. Mais Brandt propose plusieurs solutions pour organiser le transport des blessés vers l'arrière. Désireux de ne pas rester sans rien faire, ce chirurgien passionné et extrêmement doué apporte son aide dès qu'il le peut. De toute évidence, il est vraiment dans son élément. Un médecin de l'état-major déclarera devant le tribunal « Je n'ai jamais connu d'officier du service de santé qui arrive à la cheville du professeur Brandt, tant sur le plan humain que professionnel. Le docteur Brandt a fait preuve de noblesse et de bonté. » Pourtant, le travail qu'il accomplit sur le front et qu'il décrit dans son journal ne lui vaut pas l'indulgence du tribunal. Au contraire, son immense talent d'organisateur le dessert, car il lui vaut d'être chargé de missions plus importantes. Hitler commence par le nommer commissaire général à l'hygiène et à la santé publique. Puis, preuve de la confiance que le Führer place en lui, il étend encore ses fonctions. Par un décret du 5 septembre 1943, Karl Brandt devient ainsi responsable de la coordination de la médecine et de la recherche. Un décret fatal, car dès lors, l'expérimentation humaine relève de sa compétence. Le tribunal de Nuremberg le tient donc pour co-responsable de ce qui s'est passé. Au procès, Telford-Teller expose pourquoi la Wehrmacht et la Luftwaffe ont été chargés de mettre en œuvre des expériences mortelles. L'armée de l'air allemande en particulier s'est intéressée et a participé à ces expériences.
Souvent, les pilotes abattus parviennent à s'éjecter, mais meurent de froid dans les eaux glaciales de la mer du Nord. Des médecins de l'aviation cherchent des moyens d'éviter cela. Dans le camp de Dachau, ils plongent des détenus dans de l'eau glacée et testent diverses méthodes pour les réchauffer. Ces expériences sont menées sous la houlette du docteur Sigmund Rascher, qui se suicidera à la fin de la guerre, échappant ainsi à la justice. Une des armes miracles de Hitler, le premier chasseur à réaction stratosphérique. Les pilotes évoluent dans la zone de mort et doivent pouvoir survivre à des brusques chutes de pression. Dans des caissons de décompression, on fait respirer un air pauvre en oxygène à des volontaires de la Luftwaffe. La plupart ne tiennent pas le coup assez longtemps pour que les chercheurs obtiennent des résultats vraiment concluants. C'est pourquoi les médecins installent leurs caissons mobiles dans le camp de Dachau. Là, ils poursuivent leurs expériences en toute tranquillité, persuadés, déclareront-ils au tribunal, que leurs cobayes étaient des condamnés à mort. Forts de ce permis de tuer, les médecins continuent de tâtonner, ici, avec un prisonnier de guerre soviétique. Ces expériences finales, autrement dit celles qui se terminent par la mort du cobaye, s'achèvent en salle d'autopsie. Sept médecins de la Luftwaffe se retrouveront sur le banc des accusés à Nuremberg. 3 seront condamnés à la perpétuité et 4 acquittés. Mais quel fut le sort du directeur du projet de recherche Sauvetage en haute altitude, le professeur Hubertus Strogold? Que se passerait-il si, par exemple, une balle coupait l'alimentation en oxygène? Nous sommes confrontés à un problème tout à fait nouveau. L'ex-médecin de la Luftwaffe sera envoyé d'urgence aux États-Unis, ce qui lui permettra d'échapper à un procès et vraisemblablement à la pendaison. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le père de la médecine spatiale. Ce matin, le tribunal militaire numéro 1 s'est réuni pour écouter les arguments des accusés. Il est un mot qui paraît tout simple, ordonner. Que de choses terribles se cachent derrière ce mot. Que de conflits déchirent celui qui obéit. J'ai ordonné et obéi. J'ai eu cette double responsabilité. Je suis médecin et en mon âme et conscience, je suis doublement responsable devant les hommes et la vie. À cela, l'accusation répond froidement par les mots crime et mort et pose la question de ma culpabilité. Je ne chercherai pas à me dérober à une telle accusation en tant qu'homme et en tant que médecin. Jusqu'à la fin, Brandt affirme « J'ai ma conscience pour moi ». Son ultime déclaration va-t-elle le sauver de la potence? Est-il déjà condamné? Une chose est certaine, pendant de nombreuses années, il a été le médecin personnel du Führer, invariablement à ses côtés. En 1940, lors de la capitulation de la France, dans la tanière du loup, le QG d'Hitler, sur le front avec Mussolini, il a toujours fait partie du cercle des intimes.
Adolf Hitler s'est toujours comporté vis-à-vis de moi de façon correcte, bienveillante et amicale. Peut-être était-ce même un homme sensible. En tout cas, il avait bon cœur. Mais le meilleur cœur de la Terre est impuissant face aux démons de la volonté. Fin 44, pour la première fois, il prend conscience du côté démoniaque de son Führer. Après une dispute à propos d'un médicament, Hitler le remercie et va même jusqu'à le soupçonner de trahison. En avril 45, Karl Brandt est en fuite. Hitler me fit condamner à mort par une cour martiale SS. Pendez ce cochon de traître. Ayant échappé de peu à cette condamnation, il parvient à gagner Flensburg, où le nouveau régime de l'amiral Dönitz liquide le Reich. Il est arrêté par les Anglais avec les derniers fidèles nazis. Pour Hitler, qu'il avait tant admiré, il n'a que ce mot, un démon. « 20 août 1947, la sentence contre Karl Brandt va être prononcée. Karl Brandt, le tribunal militaire numéro 1 vous a jugé coupable de crimes de guerre. Le tribunal n'a pas pris en compte la question de sa participation aux expérimentations sur des cobayes humains. En raison de son rang dans le système de santé nazi, il est avant tout tenu pour responsable du programme d'euthanasie. Le juge Walter Bills poursuit. Pour ces crimes jugés par le tribunal militaire numéro 1, je vous condamne, Karl Brandt, à la peine de mort par pendaison. Que Dieu ait pitié de votre âme. Veuillez emmener l'accusé Karl Brandt. 6 autres accusés sont également condamnés à mort. Le tribunal militaire numéro 1 vous condamne, Victor Brack, à la mort par pendaison. Oven, à la mort par pendaison. Mrogowski, à la mort par pendaison. Rudolf Brandt, à la mort par pendaison. Sievers et Gebhardt, à la mort par pendaison. Que Dieu ait pitié de votre âme. Veuillez emmener l'accusé Gebhardt. Karl Brandt voulait être médecin comme Albert Schweitzer. Mais par fidélité à Hitler, il s'est retrouvé pris dans un système inique et criminel. De tous les condamnés à mort, il sera le seul à connaître à l'avance la date exacte de son exécution. Il envisagera le suicide avant d'en rejeter l'idée. Il écrit à son fils. J'aurais pu partir de ma propre main, mais je n'en avais pas le droit, en vertu de mes plus hautes responsabilités. Envers qui a-t-on de plus haute responsabilité, si ce n'est envers ses semblables? Comprit-il jamais son implication, sa culpabilité? Sans doute jamais, pas même à la fin.